près d'un an que nous vivons sous la contrainte permanente. L'arrivée de cet étrange virus nommé Covid-19 a donné lieu à une privation des libertés que beaucoup d'entre nous n'auraient même pas osé imaginer. Confinement drastique, couvre-feu, reconfinement, pénurie de masques, puis masques obligatoires, les ordres, contre-ordres et injonctions se sont abattus sur les Français dans une atmosphère de plus en plus pesante et verrouillée. Cette année que nous venons de vivre est sans équivalent. Et ses conséquences sanitaires, sociales et bien sûr économiques sont toujours bien présentes. Face à toutes ces épreuves, TV Liberté ne vous a jamais abandonné. Pendant le premier confinement, le journal quotidien vous a permis de rester informé, sans hystérie, sans parti pris et bien sûr, sans censure. Nous continuons dans cette direction à vos côtés pour encore frapper plus fort. Beaucoup d'entre vous me l'ont dit, TV Liberté est devenu un réflexe quotidien pour affronter ce torrent de propagande d'État. Dans ces moments difficiles, nous avons tissé des liens plus étroits, des liens de confiance. Mais nous avons aussi renforcé notre communauté. Certains de nos programmes ont battu de véritables records. L'entretien de la généticienne Alexandra Orion-Caude a dépassé le 1,5 million de vues rien que sur YouTube. Vous n'êtes pas seuls. Et ensemble, nous sommes plus forts. Alors poursuivons, frappons encore plus fort. TV Liberté s'est installée grâce à vous, dans de plus en plus de foyers. Grâce à vous, votre première chaîne alternative de France est devenue le seul vaccin sûr et efficace au matraquage de la bien-pensance. Les temps qui s'annoncent seront pleins de défis. Alors, ne nous laissons pas gagner par le défaitisme, l'esprit de reddition. La poursuite de ce combat passe bien sûr par votre soutien, mais aussi par votre don à TV Liberté pour l'année qui nous attend. Parce qu'ensemble, nous sommes une force de résistance. Alors frappons encore plus fort. Frappons plus fort. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour Alors, à tous. Nous allons recevoir aujourd'hui Héloïse Benamou. Bonjour Héloïse. Bonjour. Vous êtes la bienvenue, comme à chaque fois que nous avons eu le bonheur de vous convier sur ce plateau. Merci de me recevoir à nouveau. Vous êtes l'auteur d'un livre qui avait fait en son temps passablement de bruit, Kleptocratie française, comment les dépôts bancaires et cotisations et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission, n'est-ce pas Pierre, à une question qui est centrale dans vos dernières analyses, c'est la sécurité sociale. Parce que mes chers compatriotes, il faut que vous sachiez que vos cotisations sociales, elles ont une tendance fâcheuse à se retrouver à Wall Street. Bon, je fais un raccourci, Héloïse, vous trouverez que c'est peut-être un peu sommaire. Mais enfin, vous dites vous-même dans un article récent que la sécurité sociale est mise à sac par la finance internationale. Alors, tout ceci vient du fait que la sécurité sociale, dans la crise actuelle, fait des déficits colossaux. La dette cumulée de 70 milliards, non? Ou plus que ça? Plus que ça, 70 milliards, c'est les placements qui sont faits par ce qu'on appelle l'ACOS, Agence centrale des organismes de sécurité sociale, donc qui gère la trésorerie de la sécurité sociale selon ses besoins de financement. Il y a des plafonds qui sont décidés par les autorités publiques et là, on a atteint un record puisqu'on va jusqu'à 70 milliards de placements sur les marchés financiers. Avec le programme de placement que je vous avais envoyé sur les 70 milliards. Ah ça, nous allons voir ça, oui. Qui sont placés par la COS à travers des organismes financiers internationaux. Donc quand je dis que nos cotisations vont se retrouver à Wall Street, je ne me trompe pas tout à fait. Non, non, loin de là. Bon.
Alors, oui, alors, ces Sur 70 la milliards... question de l'endettement, il y a un deuxième intervenant Voilà. qui est la Caisse d'amortissement de la dette sociale. La CADES. La CADES, qui, elle, gère de la dette sur un plus long terme, puisqu'elle reprend les déficits de la sécurité sociale en allant justement se financer sur les marchés financiers, à long terme. Donc là, on est sur de la dette cumulée depuis 1996. C'est le plan Juppé qui a mis ça en place, j'explique dans le livre. Et la façon dont ça a été une dette qui s'est accumulée. Alors, expliquez-nous ce plan Juppé quand même. Ben, Juppé a voulu quoi? C'est un choix qui a été fait de créer... Alors normalement, il y a une règle d'or s'agissant des finances publiques, c'est que l'emprunt ne doit pouvoir financer que des dépenses d'investissement, ce qui n'est pas le cas avec la sécurité sociale. Donc, à l'époque, en 1996, il y a quand même eu cette loi pour faire entrer en vigueur la caisse d'amortissement de la dette sociale qui va chercher des financements sur les marchés financiers. Alors évidemment, à l'époque, on n'était pas dans les mêmes montants qu'aujourd'hui, mais c'est le même principe que pour la dette de l'État, c'est qu'au début, on commence à emprunter un petit peu, puis encore un petit peu, et que finalement, à chaque fois, il devait y avoir des ressources qui devaient financer le remboursement de ces emprunts. Donc au début, la CRDS, Oui. Contribution au remboursement de la dette sociale, qui n'a pas ensuite suffi pour faire face aux nouveaux emprunts, pour rembourser aussi les intérêts de cette dette auprès des marchés financiers. Et donc, on a affecté une partie de la CSG à la CADES, donc ça fait partie de ses ressources. La CSG qui rapporte à peu près 100 Oui, 100 milliards. un peu plus de 90 milliards. Il y a une Ouais. partie qui est affectée au budget de l'État, parce que c'est un budget à part de celui de la sécurité sociale, Oui. et une partie qui est affectée au budget de la sécurité sociale. Et donc ce sont finalement aujourd'hui les marchés financiers qui permettent de maintenir la sécurité sociale, puisque les seules cotisations ne permettent pas de faire face aux aléas et aux besoins des prestations sociales, maladies, vieillesse et autres. Donc il faut aller se financer sur les marchés financiers. Donc, nos cotisations ne suffisent pas. Pourtant, elles sont conséquentes. Pas Les- tant. les- Alors, en termes de montant, oui, mais elles ne sont pas suffisantes. Parce que là, on a vu avec la crise du coronavirus, finalement, qu'il n'y avait pas assez de réserves pour faire face à un aléa et prendre en charge la population. Alors, on dira que c'était une situation exceptionnelle, que ça ne se produit pas tous les ans, heureusement, etc. Mais en tout cas, la leçon à retenir, c'est que là, on a dû lever massivement des fonds auprès des marchés financiers pour pouvoir maintenir, en tout cas, le système de sécurité sociale en vie, parce que sinon, il n'aurait pas pu y faire face. Et ça, c'est une dette qui va se répercuter sur les générations à venir, évidemment, et aussi sur les travailleurs dès qu'ils vont devoir reprendre leur activité. Donc, c'est-à-dire que là, situation exceptionnelle, les prélèvements des cotisations sont pour beaucoup gelés. Oui. Mais quand ça va reprendre, effectivement, il faudra Ça veut dire rembourser. que ce plan Juppé, si la sécurité sociale ne peut pas assurer les versements, ça veut dire que le plan Juppé en 1996 était nécessaire. Est-ce que déjà à l'époque, la sécurité sociale ne pouvait pas se financer par elle-même? Alors ça, bon, le système de sécurité sociale, il a beaucoup évolué depuis qu'il a été créé, évidemment. Donc avant, on n'était pas du tout sur un système comme celui qu'il y a actuellement. On voit encore même, comme j'étais venue la dernière fois, avec la réforme des retraites, Oui, oui. qui a encore du mouvement pour essayer de centraliser encore plus ce système de sécurité sociale. Est-ce qu'en 1996, c'était nécessaire? Visiblement, oui. Est-ce que... Alors, oui et non. C'est sûr que c'est un choix des gouvernements depuis quelques décennies de préférer aller se financer sur les marchés financiers plutôt que de se dire, dans ce cas-là, si le système ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème, et dans ce cas-là, il faut voir s'il a une raison d'être. Et une réforme possible, ou un changement possible éventuellement. Oh, Mais tout à fait. personne ne veut toucher à la vache sacrée, qui est la sécurité sociale. Alors oui, c'est vrai que déjà, il y a une taille critique de la sécurité sociale, et puis dès qu'un gouvernement, on l'a vu avec la réforme des retraites dont je parlais, dès qu'il y a un gouvernement qui veut faire une réforme, évidemment, il y a toujours des manifestations. Alors, j'insiste sur le fait que ce que vous nous dites là, et les dernières publications que vous avez faites, sont totalement inédites. C'est-à-dire qu'on n'entend pas parler de cette dette. On n'entend pas parler des modalités selon lesquelles l'ACOS ou la CADES va sur les marchés financiers. On a l'impression que ça passe, si je puis dire, par pertes et profits. Plutôt pertes que profits, d'ailleurs, n'est-ce pas? Nos cotisations vont sur les marchés. Donc auprès d'acheteurs de dettes. Ces gens-là devraient, au fond, nous rendre des comptes. Nous rendent-ils des comptes? Alors, quand il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale, par exemple, qui est voté chaque année par le Parlement, il y a dans le projet
antérieure, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les informations concernant les reprises de déficit de la CADES envers la cause, des montants qui vont être recherchés sur les marchés financiers et comment est-ce que ça va être remboursé surtout. Puisque lorsque la CADES a été créée, il a été convenu que chaque nouvelle levée de dette engendrerait forcément une levée de cotisation sociale ou d'impôt, en tout cas une ressource correspondante. Oui, et ça, c'est le fait du Parlement, donc on le sait à ce moment-là. Après, c'est vrai que personne n'en parle. Moi, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. C'est vrai que moi-même, j'étais très étonnée au début quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Avec le RSI qui fonctionnait, des comptes n'étaient même pas certifiés, il faisait des placements sur les marchés financiers. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Je ne sais pas. Il y a une omerta dessus, c'est sûr. D'ailleurs, moi, je suis pas là tous les plateaux télé. Hein. Vous êtes sur le meilleur. Évidemment. Non, mais de fait, je m'interroge quand même, parce que les parlementaires ont connaissance de ces choses-là, malgré tout. Oui et non. Oui et non, parce qu'ils votent les lois. Mais moi, évidemment, quand j'ai fait mes recherches pour écrire le livre, j'ai rencontré des sénateurs, des députés, des élus. Et en fait, franchement, pour dire vrai, non. Je ne dirais pas qu'ils sont au courant de toutes ces choses-là. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers, forcément. Mais alors, qui est au courant dans l'organisation de l'État? Si les députés ne le sont pas, qui l'est en fait? Ceux qui décident surtout, c'est les directions financières des entités, par exemple, de la sécurité sociale, direction financière de la COS. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est dirigée par des technocrates, disons, n'essayons pas de donner un sens péjoratif au mot, mais qui ne sont pas... Oui, comme à Bercy, l'Agence France Trésor aussi, l'Agence France c'est le même Trésor, c'est ça, appelle ça l'État profond. C'est assez vrai, je crois. Et d'ailleurs, Louise Benhamou, dans l'un de vos articles, vous affirmez, vous expliquez que l'Agirc Arco a perdu pas moins de 65 milliards de réserves en actions et obligations. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils avaient fait... Alors, pour le coup, l'Agirc Arco a des réserves, contrairement au régime général qui doit aller se financer sur les marchés financiers. Eux, parce qu'il y a des organismes qui font de la gestion d'actifs et d'autres de la gestion de passifs, mais si vous voulez, ils avaient des excédents qu'ils ont placés sur les marchés financiers, et avec le coronavirus, en tout cas la crise, parce qu'il y a une crise économique en même temps que la crise sanitaire, les actions ont chuté, les cours ont chuté, et donc du coup, les valeurs se sont dépréciées. Donc ils ont préféré ne pas retirer leurs engagements leur capital, et aller demander un emprunt pour pouvoir payer les retraites. Je crois que c'était... Juin et juillet. Juin et juillet, oui. Alors, donc, ils ont conservé le capital, mais déprécié, puisque les marchés avaient baissé, et ils ont emprunté pour payer les retraites. Voilà. On est quand même dans un système un peu absurde, non ? Absurde. Le problème, surtout, je pense que c'est une adhésion obligatoire à ce système et qu'on ne laisse plus le choix aujourd'hui aux cotisants de savoir est-ce qu'ils ont envie d'y participer. Ils ne savent pas forcément comment ça se passe. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a vu avec les manifestations que plus la crise du coronavirus, que les gens se demandaient quand même où était l'argent, quelque part. Hein. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de moyens. Non, c'était Coluche qui disait « Où passe notre pognon ?» Voilà, le problème est toujours d'actualité. C'est le thème central, toujours d'actualité. Mais alors, attendez, quand il s'agit de placer la dette de la sécurité sociale sur les marchés, il y a des intermédiaires. Et des intermédiaires, vous les connaissez bien, ceux-là. Oui. Ce sont les banques. Voilà. Or, elles prennent des commissions, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Et peut-on estimer le montant de ces commissions ? Ce que j'avais écrit dans l'article, c'était 500 millions d'euros là, sur l'année par rapport à la crise du coronavirus qui ont été engendrés pour le système bancaire. Pour le placement des emprunts de la CADES et de la COS. Non, ça c'est mondial, hein, parce que c'est vrai que là, mondiale, comme de toute façon tout le monde a dû emprunter avec ce qui s'est passé. D'accord. Alors, nous sommes actuellement dans une situation où pour l'instant les charges sont reportées. Mais vous nous dites aussi, toujours dans un article récent, que c'est une bombe à retardement et que les huissiers sont à l'affût. J'ai pas pu m'empêcher de penser en vous lisant... Chère Héloïse, vous allez peut-être être choquée, mais je pense à ces vautours de Lucky Luke qui sont là, perchés sur le fil téléphonique et qui attendent
leurs victimes. Il y a un peu de ça, non? Eux aussi ont vécu la crise, les pauvres. Oui, les pauvres aussi ont vécu la crise. Donc maintenant, oui, parce que dès qu'ils émettent un acte, évidemment, il y a des frais qui correspondent. Donc normalement, il n'y a pas de recouvrement pour l'instant parce que tout est gelé. Oui. Mais ça reprend quand même, ouais. Donc les huissiers. J'ai beaucoup aussi de recouvrement du Trésor public sur des années antérieures qui tombent tout de suite avec des ATD, des avis à tiers. Donc ils prennent directement sur le compte bancaire. Oui. J'ai eu quelques cas comme ça quand même, sur les 2 derniers mois. Oui, parmi vos clients, en tant que... Je travaille dans un cabinet d'expertise. Au moment de payer les charges, au moment de perte de clients, elles vont en mourir. Nous sommes dans un état de... Oui, alors d'abord, moi je trouve que malgré ce qui a été dit, c'est pas tellement des aides qui ont été données, données d'ailleurs, rien n'est gratuit dans la vie, hein. Un principe économique très simple, mais en fait, ils ont interdit aux entreprises, à beaucoup d'entreprises, d'ouvrir. Il y a des chefs d'entreprise qui ont, pour certains, sacrifié leur vie pour ouvrir un commerce, qui ont investi de l'argent personnel, qui mettent en gage des biens aussi, par exemple leur maison. Des biens personnels, oui. Tout à fait. Et dire qu'on les aide en leur donnant 1 500 € par mois, c'est quand même assez scandaleux. Moi, je trouve qu'il faut laisser les gens quand même un minimum de liberté. Même s'agissant de la santé publique, pour moi, ça n'existe pas. Chacun aussi doit être responsable de ce qu'il fait, évidemment. Et ces aides-là qui ont été données, est-ce qu'elles ne permettront pas à des entreprises de faire face à des charges? Il y a en région parisienne des entreprises qui payent des loyers de 5 000, 6 000 €, ouais. Plus les charges sociales, plus les impôts, plus tout un tas d'autres charges fixes qui vont arriver, même si pour certaines elles ont été reportées. À ce moment-là, c'est là où on verra vraiment les conséquences économiques de cette crise sanitaire qui va se transformer en crise économique. Alors nous allons faire une pause, mais on peut d'ores et déjà annoncer que l'année 21 sera une année presque plus difficile que l'année 2020. Il va y avoir du ménage, oui. Il va y avoir du ménage. Et même du remue-ménage. Les deux, oui. Parce qu'il y aura des conséquences sociales aussi. Malheureusement, oui. Et puis là, on sent bien que les Français sont aussi à bout. Ça a commencé avec le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, au début, c'était une augmentation de taxes sur le carburant. Oui. Donc, quand il va falloir créer des nouvelles taxes ou des nouveaux impôts pour rembourser les emprunts liés au coronavirus, ça risque d'être pire, oui. Et alors, d'un côté, augmentation des impôts et des taxes, et puis de l'autre, risque de déremboursement de la sécurité sociale, oui. Ou même de réduction des retraites, puisque les retraites sont en partie dans le budget de la sécurité sociale. Oui, oui. Il y aura de plus en plus de charges pour de moins en moins de services publics. Voilà qui est réjouissant, si je puis dire, et nous allons en explorer les conséquences dans la deuxième partie. Alors, Héloïse Benamou, nous avons vu déjà les effets délétères de la crise du corona, de la corona, sur le budget de la sécurité sociale. Nous avons vu avec Pierre que personne n'en parle. Mais nous annoncions, prophète de malheur peut-être, qui sait, des conséquences économiques assez graves pour 2021. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'équilibre des comptes sociaux est un mythe? Parce qu'on a vu, par exemple, Madame Marisol Touraine, on a vu Madame Buzyn nous dire la dette sera résorbée dans quelques années. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, on annonce, je crois que c'est la Cour des comptes, qui annonce que la dette de la Sécurité sociale ne sera remboursée que dans les années 30 et au-delà. Alors, est-ce qu'on peut s'accommoder éternellement de déficit des budgets sociaux, eu égard à la nécessité sociale, ou est-ce que vraiment il faut rétablir ces équilibres? Enfin, comment voyez-vous la chose? Est-ce qu'on peut vraiment rétablir l'équilibre? Est-ce qu'on pourra vraiment rétablir l'équilibre? Je ne crois pas qu'il y ait de volonté politique de rétablir un équilibre. Et en plus, là, il y a eu une reprise de... Bon, la CADES est endettée là à hauteur de 136 milliards. 136 milliards. Oui. C'est un record. Il y a une partie qui correspond à des déficits actuels du régime de la sécurité sociale. Pour 30 milliards, il y a une partie qui correspond à des déficits à venir. Donc, de toute façon, on n'est pas tellement des oiseaux de malheur, parce que même eux considèrent que dans les années à venir, il y aura un déficit. Et aussi, il y a quelque chose
d'assez inédit, c'est qu'il y a une reprise de la dette des hôpitaux, qui normalement ne font pas partie de la sécurité sociale, puisque c'est géré par le budget de l'État. Oui, mais alors, ce que je ne comprends pas, donc, dette des hôpitaux. On peut évidemment comprendre que soigner les malades du Covid, ça implique des équipements lourds quand c'est de la réanimation. Mais enfin, on a supprimé 120 000 lits. Bercy a supprimé 120 000 lits. Or, ça aurait dû constituer une économie, en quelque sorte. Et donc, on aurait pu trouver des ressources supplémentaires. On en escomptait des ressources supplémentaires de la suppression de ces 120 000 lits. Je ne dis pas que c'est bien. Mais, encore une fois, où passe le pognon? Mais il faut lire Kleptocratie française. Voilà, nous allons liser peut-être Kleptocratie française. Justement, dans Kleptocratie française, dans cet ouvrage, Héloïse Benamou, vous évoquez ce que vous appelez le régime bancaire. On en avait déjà parlé, mais je pense que c'est bien de redéfinir un petit peu ce que c'est cette notion. Alors, c'est surtout que je ne pouvais pas, dans le livre, dissocier la sécurité sociale et son fonctionnement du système bancaire et financier. Parce que l'un et l'autre sont liés. Je trouve aussi que la monnaie crée autour d'elle tout un système politique, économique, qui sont liés de toute façon. Et la manière dont sont organisées les banques, la manière dont elles fonctionnent, la manière dont on leur a confié aussi les richesses de la nation, pour la sécurité sociale, pour le budget de l'État, pour les grandes entreprises, pour le financement général de toute façon de l'économie, fait qu'on ne peut pas dissocier le fonctionnement de la sécurité sociale et le fonctionnement du système bancaire et financier. J'explique comment sont vraiment organisées les banques avec des multitudes de sociétés qui font de la gestion de placements avec malheureusement aussi du personnel parfois qui ne sait pas quel argent est placé. Et tout ça participe à ce qui est... c'est pour ça que je suis revenue aussi sur l'affaire de la Société Générale avec Jérôme Kerviel à l'époque. Qui peut sembler aujourd'hui un peu anecdotique, mais il faut savoir que tous les dirigeants de l'époque sont encore là aujourd'hui. Monsieur Bouton. Non, M. Bouton, c'est le seul qui est parti. Ouais. C'est celui d'ailleurs qui a servi de fusil, mais M. Oudéa et tous les autres dont je parle dans le livre, ils sont toujours là aujourd'hui. Ouais. Et les placements sont faits, alors il y a énormément de bonus qui sont payés. 500 millions, vous évoquez tout à l'heure. On parle beaucoup des traders, mais aussi à l'état-major de la banque. 500 millions d'euros de commissions pour toutes les banques françaises depuis le début de l'année. D'accord. Je pense que c'est Bloomberg qui donnait l'information. Oui, c'est Bloomberg. La source, c'est Bloomberg. Mais, vous dites par ailleurs que la Société Générale publie des comptes certifiés qui sont faux. Parce que les banques, elles rendent des rapports trimestriels. Donc quand il y a eu cette affaire où il y avait quand même 50 milliards d'euros qui étaient engagés, si personne ne s'en est rendu compte, c'est que forcément les comptes ne pouvaient pas être bons. Oui, il n'était pas sincère et véritable, comme on dit dans votre métier. Oui, il y a ça. Même alors après, je pense qu'il y a aussi un problème. Donc j'explique que ce sont des groupements de sociétés avec de nombreuses filiales et que c'est difficile par rapport à l'échelle de sonder ce type d'organisme finalement. Même avec la crise financière qui avait eu lieu en 2008, on s'est rendu compte que ce qui aurait pu être prévisible s'il y avait eu des bonnes gestions d'entreprise ne l'a pas été aussi à cause de ça. C'est-à-dire que tout le monde a été surpris par cette crise des subprimes, alors que normalement c'est des choses qui peuvent être anticipées, tout ça avec une comptabilité. Et ça, c'était l'opacité de ces filiales justement. Comment on a pu ne pas voir? Comment on a pu ne pas voir? C'est comme ce qui se passe encore aujourd'hui. On peut me demander pourquoi est-ce que personne ne parle de la CADES, de ce qui se passe, des informations sont disponibles. Personne n'en parle, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est trop compliqué, que c'est des sujets qu'il ne faut pas aborder. On n'a pas vu beaucoup de dirigeants de banques venir sur les plateaux de télévision pour rendre des comptes sur ce qui se passait en ce moment. Savoir dans quel état elles sont. Elles font des prêts garantis par l'État. Est-ce qu'il peut y avoir un risque aussi? Je pense que ça, c'est évident que c'est des débats qui devraient être publics, mais ça ne l'est pas. Alors nous allons publier à l'antenne un document que vous m'avez fourni, Héloïse, qui est tout à fait remarquable. Je le montre. On le mettra en post-production de l'ACOS, donc, que Héloïse évoquait tout à l'heure, cette agence centrale des organismes de sécurité sociale. Alors, on voit ceci, la somme de 70 000 milliards, pardon, Euro Commercial Paper Program. Bon. Alors,
c'est un organisme français, je rappelle, tout est écrit en anglais, mais quand même, ce qu'on y lit au départ, nos téléspectateurs vont le voir, rated by... Bon, rated, ça veut dire approuvé par, garanti par 3 agences de notation. Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Voilà. Bon. Donc, c'est royal, c'est formidable, c'est merveilleux. Ça rejoint ce qu'on disait par rapport à la crise des subprimes aussi, c'est que tous les titres étaient notés, très bien notés, les titres subprimes. Ils étaient très bien notés jusqu'à ce que Lehman Brothers fasse faillite. Et donc, ces 3 agences de rating nous disent que bon, c'est bon. Hein. Et alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'ai mis l'hypothèse suivante. Si ces agences se montrent à ce point confiantes dans les emprunts d'État, au titre de la sécurité sociale, je devrais dire des emprunts de la sécurité sociale, est-ce que ce n'est pas à cause du monopole de la violence d'État et de la capacité qu'a l'État français à ramasser les cotisations? Vous parliez tout à l'heure de 90 milliards, 100 milliards pour la CSG. C'est-à-dire que les agences de rating nous disent, regardez, vous voyez, l'État est fort, il peut ramasser, écluser largement, chaluter massivement les cotisations des Français, donc pas de problème. On donne notre accord. Est-ce que c'est la bonne interprétation ou je me trompe? Oui, tout à fait. Il y a une administration en France qui est très organisée pour ça. Efficace. Très efficace. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça rassure les investisseurs parce qu'ils savent que ça sera facile et que les Français sont de bons payeurs aussi. Donc, ça sera facile de lever des cotisations. Vous avez dit bons payeurs. Bons payeurs, oui. Cusque tandem, disaient les Romains. Jusque à quand nous serons de bons payeurs? Tant que les gens peuvent payer, je pense qu'ils payent. C'est aussi là, d'ailleurs, les recouvrements des charges de sécurité sociale se font d'une manière encore plus brutale quelque part que le Trésor public parce qu'ils vous mettent tout de suite des mises en recouvrement. Si par exemple vous ne faites pas votre déclaration, vous ne pouvez pas payer tout de suite. Des mises en recouvrement pour des montants forfaitaires très élevés pour évidemment vous encourager à régulariser ou après ça peut s'accumuler très vite. Oui. Donc, et d'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, c'était par rapport au RSI, le fameux régime social des indépendants, qui a ruiné malheureusement beaucoup de Français. Et il n'y a pas eu besoin du Covid pour ça, pour ruiner ces artisans. Je ne sais pas si le RSI Alors, était je pire continue que le Covid. d'analyser en compagnie de Pierre ce document. Parce qu'on voit ici, ensuite, Insuring and Paying Agent, Citibank NA. C'est donc la Citibank qui est l'intermédiaire, en quelque sorte, dans l'opération de placement des déficits de la sécurité sociale. C'est bien ça? C'est les banques qui interviennent. Je crois qu'il y a UBS aussi, qui joue un rôle particulier. Arranger, UBS Europe, bon, voilà. Très bien. Et les dealers, c'est marqué, hein, les dealers. Dealers. Merrill Lynch, Banque Populaire, Citigroup, Crédit Agricole, Crédit Suisse, ING et UBS. Du beau monde. La crème. La crème de la Donc, banque. qu'est-ce qu'elles font, ces banques? Elle s'occupe d'émettre les titres. Alors, pour le coup, là, c'est pour se financer, donc aller chercher sur les marchés financiers. Je pense qu'elles empruntent beaucoup aussi à Londres, à la City, parce que c'est là que se trouve l'Euromarket pour lever des fonds. C'est vrai que la City, de toute façon, c'est le cœur financier. Oui. C'est le cœur de la finance internationale. Ils vont à la City pour lever des fonds, et ces dettes s'achètent volontiers. Tout le monde veut prêter à... Oui, c'est comme les emprunts d'État. Oui. C'est comme les emprunts d'État, oui. Mais on a l'impression quand même que c'est... Alors, c'est explicable par les taux d'intérêt relativement bas, peut-être, mais ça ne peut pas durer infiniment, quand même. C'est un système, pour l'instant, qui fonctionne, qui a enrichi des gens, qui en a appauvri d'autres. C'est clair. Et alors, je pense pas... Bon, je trouve que c'est un peu risqué de tomber toujours dans les cas en économie, de pouvoir faire de la morale, dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Voilà. Je pense en tout cas qu'il faut informer les Français, parce que pour moi, l'enjeu à venir, ce sera de se libérer aussi de ça, de libérer le travail surtout. Libérer le travail de toute cette bureaucratie, toutes ces charges. Il y aura des choix à faire, en tout cas à ce niveau-là. Et ça va dépendre aussi de ça. Ça va dépendre beaucoup de est-ce que la sécurité sociale va tenir après l'année qu'on a vécue. Alors, il y en a un qui s'inquiète, c'est Pierre Moscovici, qui nous dit ceci. Le premier président de la Cour des comptes. Voilà. Et puis, Nouveau. à un moment, dit-il, la dette se vengera. Alors, comment se fait-il que la lucidité lui vienne tout d'un coup, ce monsieur? Il était commissaire à l'économie avant d'arriver...
Comment expliquez-vous cette réflexion qui est relativement pertinente? Bon, après, je pense que aujourd'hui, on peut tous faire ce constat que la dette se vengera. On va devoir payer. Est-ce qu'on pourra ou non payer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Pour ce qui est de Pierre Moscovici, bon, on fait le même constat. On est d'accord. Mais pourquoi cette soudaine lucidité? Est-ce qu'il veut changer le système ou alors il s'inquiète de sa survie? En tout cas, de là où il est, il ne changera rien. Hein. Il ne changera rien Non. de là où il est, sauf s'il veut revenir dans un combat politique avec François Hollande, peut-être. C'est bizarre parce que tous ces socialistes, quand ils arrivent à la tête de la Cour des comptes, ils deviennent soudain un petit Lucide. peu plus lucides. C'était le cas de son prédécesseur, Didier Migaud, qui est arrivé et qui a dit « Non mais attendez, là on est vraiment au bout, quoi. » Au bout du bout. Oui, mais pour l'instant, rien ne change. C'est quand même étrange, hein, cette lucidité. Parce qu'il dit aussi, à un moment, dans son intervention, que les générations qui viennent vont devoir payer et que c'est quand même une responsabilité que les dirigeants actuels encourent vis-à-vis des générations futures. Alors, sur ça, moi je dirais que c'est vrai que le fait qu'on emprunte pour pouvoir se financer, à la limite, ça peut s'entendre s'il y a des politiques publiques qui soient mises en œuvre pour vraiment relancer l'économie, et investir. Dégager de l'activité et avoir un retour sur investissement. C'est ça que je disais en termes de sécurité sociale, on n'a pas trop ça. Mais il y a aussi des choses qui se passent, parce que comme je disais, on ne peut pas enlever le fait de la sécurité sociale avec le fait économique et avec le fait bancaire et financier. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui se met en place aussi avec de nouvelles monnaies. On voit qu'on est en train de glisser aussi vers un autre système économique qui va malheureusement aussi laisser des gens sur le carreau. Les modes de travailler aussi vont changer, les modes de consommer vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. D'une part par rapport à la monnaie, qui est en train de, je dirais même pas de se transformer parce qu'on est dans quelque chose qui est disruptif, c'est le mot qu'on emploie beaucoup pour parler des crypto-monnaies auxquelles je pense actuellement. Et alors, je dirais pas non plus toutes, parce qu'il y a une crypto-monnaie qui est en train d'être mise en place par la Banque Centrale Européenne. C'était l'objet de l'émission que Pierre a faite avec Oui, Olivier c'est un vrai Delamarche. sujet, hein, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main en disant c'est pour plus tard ou c'est la CIA qui contrôle ça. Non. Il y en a de différentes, mais c'est vrai que quand le Bitcoin est arrivé, ça a été aussi contre ce système-là, contre ce système étatique, contre ce système bancaire, cette gouvernance avec des banques centrales, de pouvoir interagir entre personnes sans avoir à passer par un intermédiaire. Ouais. Pour l'instant, ça fonctionne. En tout cas, pour le Bitcoin, il est là depuis 2008 ou 2008. Et il frise les 20 000 $. À 16 000 euros, là, je crois. Oui, il était à son score hier, le 30 euros, novembre. Ouais, voilà, exactement. Oui. Voilà, donc et alors, pour dire vrai, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais en train de travailler sur Kleptocratie, j'ai un ami à moi qui minait du Bitcoin à l'époque, en 2014, je crois. Et de voir comment est-ce que ça a évolué. Je sais que le mois dernier, l'Iran aussi a décidé de miner du Bitcoin pour pouvoir contrer les sanctions américaines qui pèsent sur elles, parce que c'est impossible aujourd'hui de sortir de l'argent pour un Iranien. Ou alors il faut passer par des officines à Dubaï, enfin, c'est très compliqué. En tout cas, ils n'ont pas accès au système bancaire qui est justement contrôlé par tout ça. Et donc, ils ont décidé de miner du Bitcoin. Et ça... En fait, il y a une réaction en chaîne à partir du moment où il y a une espèce de mouvement contestataire. Je ne parle pas de manifestation, je parle vraiment de quelque chose qui va permettre d'échapper à ce système-là et qui va se développer. Alors évidemment, c'est en train d'être récupéré. Il y a eu un appel d'offres de la Banque de France pour mettre en place une monnaie numérique avec la blockchain qui s'appelle Tezos, je crois. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses aussi qui sont en train de changer et des gens qui ne voudront plus participer à ce système-là aussi, au bout d'un moment, je pense que le pourront. Mais la blockchain publique, enfin, créée par l'euro, créée par la BCE, est-ce qu'elle garantirait l'anonymat des transactions? Non, il y a des blockchains qui sont décentralisées. C'est ça. Et voilà, alors là, il y a des blockchains qui sont décentralisées, il y en a qui sont centralisées. Elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière, elles peuvent avoir différentes utilisations. Tezos avait été utilisé aussi pour faire de la démocratie directe, avec une application qui s'appelait Avovote. Ça a été utilisé. Ça n'a pas marché parce que l'application a été piratée, Avovote, mais il y a des choses comme ça qui se mettent en place.
D'accord. Et donc tout ça va participer aussi à une nouvelle dynamique économique. Voilà. Eh bien, nous allons revenir sur cette dynamique parce que, en troisième partie, parce que peut-être faut-il être un petit peu moins pessimiste et espérer que de ces bouleversements vienne un bien, mais on peut aussi en douter. Alors, Héloïse Benamou, tout ceci n'est pas très réjouissant, malgré tout. En tant qu'assurés sociaux, en tant que cotisants, en tant que contribuables, en tant que citoyens français, vous nous avez tracé des perspectives qui sont parfois un petit peu inquiétantes, un peu angoissantes. Est-ce qu'il y aurait des motifs, malgré tout, d'espérer, puisque vous nous avez dit que se dessinent déjà des alternatives au point de vue monétaire, par exemple, mais que, Pierre l'a démontré avec Olivier Delamarche, l'Europe et la BCE veulent leur monnaie numérique pour contrer évidemment les monnaies libres. Bon, alors, mais elles ne pourront pas empêcher quelque chose qui existe déjà, en tout cas à l'état actuel, et par rapport au fait qu'on ne peut pas non plus considérer ce problème-là comme un problème français, parce qu'il y a déjà des pays en Afrique qui l'utilisent pour faire aussi d'autres choses, notamment faire des archives hypothécaires comme font les notaires. Oui. Donc c'est utilisé aussi dans beaucoup d'autres domaines. Je parlais tout à l'heure du vote électronique. En tout cas, il faut comprendre que même si c'est quelque chose qui est assez récent, si vous voulez, c'est quelque chose qui est amené à se développer. Il y a tout un écosystème autour qui va se créer, ça c'est certain. Je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur comme la France avait fait avec le Minitel. Oui. Il faut prendre le virage assez rapidement parce que, d'ailleurs, je pense qu'ils le savent, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font des appels d'offres pour tester des monnaies, des sondages, etc. Oui, mais à côté de ça, on voit le gouvernement qui continue de créer de nouveaux droits, de nouvelles gratifications qui sont articulées sur le budget de la sécurité sociale. Et donc, ces nouveaux droits... Pour des minorités, dites-vous. Oui, souvent pour des minorités, oui, c'est vrai. Est-ce que ça ne va pas contribuer un peu plus à la ruine du système ? Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de ce système. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de ce système pour plusieurs raisons, pour des raisons idéologiques, économiques. En tout cas, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques, à quitter la sécurité sociale, à ne plus s'assurer en France. Oui. Avec les risques que cela comporte. Eh bien, Claude Reichmann avait été un des artisans de cette action. Tout à fait, oui. Pour quitter la sécurité sociale. Oui, oui. Ou à créer des entreprises à l'étranger. Ah oui. Mais là, le problème, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Les choses, de toute façon, ne sont pas en un jour. Je pense que ce qu'il a fait, c'était quand même très, très important, son combat. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même derrière tout ça... beaucoup de gens qui souffrent de devoir payer, alors que souvent ce sont ceux qui payent le plus qui ont le moins, qui prennent tous les risques, à qui on fait supporter tous les risques, parce qu'on prend à des travailleurs qui sont souvent en plus indépendants, qu'on est en train de massacrer en ce moment, qui n'ont droit à aucune aide souvent. Je parle au niveau des prestations sociales, oui, bien sûr. qui n'ont droit à aucune aide. Qui n'ont aucune information sur ce à quoi ils ont droit en plus. Oui, alors, des informations, vous savez, moi j'ai vu beaucoup de choses aussi. Non, des fois, ils n'ont rien. En termes de retraite, par exemple, les travailleurs indépendants, ils ont très très peu, quoi. Je faisais une émission l'autre jour aussi, un auditeur qui a appelé, qui disait qu'il avait 50 € de retraite avec le RSI. Alors qu'il avait cotisé. Oui. Évidemment. Parce que c'est vrai que c'est aussi une partie de la population qui ne manifeste pas beaucoup. Voilà, les restaurateurs sont fermés. N'organisent pas de manifestations pour défendre leurs droits, etc. Mais ce sont ceux qui supportent le plus de responsabilités, qui ont le moins de prestations. Et en fait, tout ça aussi participe à un découragement au niveau du fait de vouloir entreprendre en France. Et le fait de s'assurer à l'étranger, comme vous disiez à l'instant, ça comporte des risques. Mais justement, si cette personne-là, elle gagne que 50 € de retraite, c'est-à-dire les risques, c'est d'aller s'assurer ailleurs. Finalement, c'est quoi les risques du coup ? Les risques, c'est qu'on n'a pas le droit de quitter la sécurité sociale. Alors, c'est évidemment une question. On est obligé de cotiser à la sécurité sociale. Mais
Donc ceux qui ne le font pas, ils peuvent être, ou ceux même qui encouragent juste à quitter la sécurité sociale, peuvent être poursuivis à amende Non, puis il y a d'autres pécuniaire moyens. ou prison. Sans recourir à la loi, il suffit, par exemple, de proposer un contrôle fiscal à l'entreprise. Voilà. Je suppose que vous avez dû voir ça dans votre profession. Des contrôles fiscaux à titre policier, en quelque sorte, répressif, non? Ça existe, évidemment. Ça existe, oui. Ça existe. Hein. Ça Ouais. existe. C'est sûr que c'est un moyen de répression, oui. Oui. Héloïse Benamou, quand vous dites aussi dans votre article la crise sanitaire servira de prétexte pour endetter encore davantage les Français, ça servira de prétexte à qui? Au gouvernement, pour faire passer des réformes qui ne seraient pas passées en temps normal. Donc on va dire que c'était une situation exceptionnelle, que personne n'aurait pu y faire face, donc il faut continuer d'emprunter pour que ce système perdure. Est-ce que c'est pas l'oligarchie? On a quand même vu que dès le début de la crise, il n'y avait pas de moyens à disposition des Français. Ouais. C'est quand même assez spectaculaire. Un pays où il y a 1000 milliards de prélèvements obligatoires par an. C'est-à-dire 32%, je crois, de la richesse nationale, quoi. C'est plus que ça, je crois que c'est autour des 45% les prélèvements obligatoires en France. Ah oui, 47. oui, non, mais en termes de produit intérieur brut, c'est pas 47% du produit intérieur brut. Si? Si, je pense que c'est. Ah ben c'est énorme. Or, c'est considérable, c'est presque la moitié du produit intérieur brut. En tout cas, 1000 milliards, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a au moins de quoi s'acheter quelques masques. Et puis des blouses pour les infirmières. Oui, sur un PIB qui fait 2450 milliards, en effet, on est à 45%, oui, c'est considérable. Mais alors, comme vous dites, au début de la Et puis crise, alors, du coup, excusez-moi de on n'avait m'interrompre, pas de réserve. c'est là où il n'y avait pas de réserve. Donc il a fallu très rapidement, dès le mois de mars, ils ont commencé les 70 milliards, là, je crois que ça a été décidé très rapidement au mois de mars. Et tout ça s'est fait très vite, d'ailleurs dans des conditions inhabituelles, puisque normalement, c'est, comme je le disais, la loi de financement de la sécurité sociale qui vote les budgets. Donc la levée le recours à la dette et la levée des cotisations sociales pour faire face à cette augmentation de dette à la CADES. Et là, ça a été décidé très rapidement. Il y a eu une demande de consultation du Conseil constitutionnel, auquel siège d'ailleurs Alain Juppé, qui est le créateur de la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Aucun problème, on emprunte. Bon, donc vous avez voulu dire qu'il était jugé parti. Jugé parti, je ne sais pas si... En tout cas, c'est sûr que c'est lui qui a été l'artisan de ce système pour la sécurité sociale. Oui. Oui. Et donc ensuite, on consulte au titre du Conseil constitutionnel, voilà, qui me paraît intéressant quand même, et révélateur de cette oligarchie qui a le pouvoir et n'entend pas le céder finalement et qui veut continuer. On l'a très bien vu par exemple dans le pouvoir médical. Un certain nombre d'oligarques médicaux sont des médecins qui n'ont pas vu de malades depuis 25 ans quand même, qui sont des bureaucrates, des administratifs. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai mal français ? Qu'ils disent qu'ils pensent, ça c'est pas grave. Après, le fait qu'ils bloquent tout un pays parce qu'ils veulent imposer leur vision. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai déficit en termes de liberté. On ne laisse plus les gens disposer eux-mêmes de leurs revenus, on ne laisse plus les gens disposer eux-mêmes de leur santé. On ne laisse plus les gens rien faire en fait dans ce pays. Et je pense que plus on va aller vers une situation économique qui va se déliter, qui va être très difficile à gérer, plus on va avoir de plus en plus de textes de loi, de plus en plus de restrictions, parce qu'il va falloir aller chercher de l'argent un peu partout. Alors on fait passer des lois. Derrière chaque loi, évidemment, il y a une contrainte économique qui fait que si on autorise, par exemple, l'avortement à 9 mois, oui, il va falloir des moyens pour pouvoir financer ça, etc. Ouais. Donc il va y avoir plein de petites lois comme ça, qui vont être totalement absurdes et qui vont permettre de récupérer de l'argent quelque part. Et le problème, c'est que dans ce système qui est évidemment donc, socialiste, où on essaie de vouloir faire croire à la société qu'en prenant aux uns et en donnant aux autres, ça peut fonctionner, on est en train de tuer l'économie. Ils sont en train de tuer l'économie. Alors qu'ils pensent qu'ils veulent, mais qu'ils laissent les gens disposer de leur vie eux-mêmes. Que ce soit au niveau de la santé, les médecins qui veulent prescrire, les gens qui veulent savoir où est-ce qu'ils ont envie de s'assurer, à quel prix, dans quelle compagnie. Normalement, dans le privé, si une compagnie qui fonctionnerait comme ça, comme je dis depuis le début pour la sécurité sociale, elle ferme la boutique. Elle serait en faillite, oui, bien sûr. Elle serait déclarée Personne en n'aurait faillite. envie d'aller s'assurer là-bas. Ouais. Et ça se saurait, et elle serait déjà liquidée depuis longtemps.
Alors que là, non, parce qu'il y a derrière toute cette... je sais pas comment dire, cette espèce d'administration qui cherche à maintenir la sécurité sociale en disant que c'est de la bienveillance des uns envers les autres, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut voir dans quelles conditions se fait parfois le recouvrement des charges sociales. Continue d'entretenir ce système. Parce Et qu'ils le en point de profitent aussi. rupture, comment il va arriver? Est-ce qu'il est en fait derrière nous ou est-ce qu'il est encore devant nous? Alors là, il y a un tournant, pour moi c'est évident. Je pense aussi qu'on va aller vers des budgets centralisés, pas seulement au sein de la sécurité sociale, mais entre le budget de l'État et de la sécurité sociale. Le fait qu'il y ait une reprise de dette des hôpitaux dans le budget de la sécurité, c'est assez significatif déjà. Donc je pense qu'on va de plus en plus aller vers une administration centralisée. Et parce qu'il y a déjà, en ce moment, enfin depuis longtemps, au sein de la sécurité sociale, on prend là pour donner là. Ouais. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Ils prennent de l'argent, par exemple, s'il y a un manque, ça arrive même entre le budget de la sécurité sociale et de l'État. Ça a été le cas avec le RSI. Parce que le RSI, même s'il fonctionnait très mal, avait quand même des réserves. Donc tout ça, c'est un peu, ça devient n'importe quoi. On dirait que plus personne. C'est vrai que c'est étonnant que personne n'en parle, parce que pour moi, c'est un énorme sujet. Surtout en termes, au niveau économique, mais en termes de liberté pour les travailleurs. Parce que c'est en train de détruire l'économie française. Quoi. Oui, parce que le budget de la sécurité sociale n'était pas voté par le Parlement avant les années 90. Il passait automatiquement. Bon. On a dit, voilà, ce sera plus démocratique de le faire voter par le Parlement. Et tout le monde était d'ailleurs d'accord là-dessus, à droite comme à gauche, pour qu'il fût voté par le Parlement. Or, on n'a pas vu que les députés rejettent ce budget. On n'a pas vu qu'aucun député, même de l'opposition, puisse contester le fait qu'on aille sur les marchés dans des conditions un peu hasardeuses, qu'on manque d'informations, bref, ils n'ont pas fait leur travail finalement. Bah, ils ont déjà même jamais rejeté un projet de budget. Budget public Oui, de l'État. hors sécu. Oui, bien sûr. Mais alors, on vous pose là une question qui n'est pas tout à fait... Une question. Qui n'est pas tout à fait de votre matière, puisque... mais il s'agit d'une question institutionnelle qui se pose quand même. Parce que si le Parlement, dans les institutions héritées du général de Gaulle, est un Parlement croupion, l'expression était de Cromwell. Bon, le Parlement croupion, il est assis sur son postérieur pour entériner les décisions. Bon, à quoi sert le Parlement? Il y a un affaiblissement réel du législatif. Mais j'entends bien que ce n'est pas tout à fait le sujet. Mais nous pouvons le constater quand même. Le législatif n'a plus le pouvoir de juger ce genre de... Alors que c'était l'objet par excellence du parlementarisme. Qu'il fût sécurité sociale ou qu'il fût l'État. C'était l'objet par excellence. N'est-ce pas, Pierre? Tout à fait, Olivier. Nul impôt sans consentement, disaient les Britanniques. Hein. Grand débat. Nous en sommes loin. Alors, Héloïse, nous arrivons à la fin de cet entretien dont nous vous remercions parce que d'abord, vous faites ressortir des faits qui sont inconnus et qu'on n'entend pas sur d'autres médias. Merci TV Liberté. Hein. Et puis, parce que vous les avez exposés avec clarté et efficacité, est-ce que vous avez une idée d'autres moyens? Est-ce qu'il y a des journaux qui vous ont, ou des télévisions qui vous ont contacté pour que vous parliez de ce sujet? Parce que pas très peu. C'est vrai que, bon, en même temps, ça fait quelques années que le livre est sorti, mais très peu. Je sais que lorsque j'ai eu l'occasion de faire des chaînes nationales... D'ailleurs, je vous remercie de m'inviter et de me laisser la parole sans me dire il ne faut pas dire ci ou ça, parce que c'est vrai qu'on m'a déjà dit de parler aux auditeurs comme si c'était des enfants, quoi. Moi, je trouve que c'est irrespectueux aussi envers les gens de les prendre pour des idiots. Alors non, on m'a pas invité beaucoup par rapport au sujet qui, selon moi, aurait mérité aussi des débats. Moi, j'ai pas de problème à parler de ça avec des personnes qui voudraient défendre la sécurité sociale ou autre. En tout cas, bon, de toute façon, c'est un sujet qui va être décisif, je pense, dans les prochaines années. Oui, vous pensez. Eh bien, vous reviendrez en tout cas pour le suivi de ces dossiers qui me paraissent de première importance. Merci Olivier, merci Pierre, Héloïse. merci Héloïse. Et
À très bientôt, chers téléspectateurs.